Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique. Les élites africaines qui sont ici d'ailleurs et aussi c'est la minorité visible qui évolue ici en France, mais marginalisée, tous et pourquoi, on va le savoir aujourd'hui avec nos deux invités. À ma droite, Madame Annick Nguessan, journaliste et fondatrice de Mondia Presse, et vous organisez également le prix Mondia Presse 2015, meilleur journaliste, meilleur animateur de l'année. Donc vous allez en parler. De ça, à ma gauche, nous avons M. Stanislas Longo, qui est spécialiste dans l'intelligence économique et marché émergent. Alors le marché émergent, on va parler de l'Afrique. L'Afrique émerge aujourd'hui et nous allons avoir une discussion assez bon enfant. Donc, si nous expliquer vos difficultés, comment vous vivez un peu dans le milieu assez élitiste ici en France. Comment vivez-vous dans ce milieu? Mais écoutez, Roger, moi je le vis bien, parce que j'adore observer la société dans laquelle j'évolue, pour pouvoir un peu m'en imprégner et échanger ma culture avec ces gens que je rencontre jour après jour. Si on parle des élites africaines aujourd'hui, il faut distinguer ces grandes élites que nous avons eues dans les années 90, avec Abdou Diouf, les élites intellectuelles. On peut aussi parler des élites, je veux dire, économiques, des chefs d'entreprise, des nouveaux entrepreneurs que nous rencontrons aujourd'hui, de la diaspora que nous représentons, je pense, Monsieur Longo et moi-même. Aujourd'hui, la thématique est très intéressante et on est ravis d'être autour de vous. Moi, comment je le vis en tant que femme, journaliste, directrice générale d'une agence média, d'un média, eh bien écoutez, mon intégration, je dirais, se passe bien. Je suis entourée quand même de gens tels que Bernard Chabot, qui est un Français, qui est président donc de Mondia Presse, chez Vignon, qui était le directeur, effectivement, le directeur commercial du groupe Chevignon, directeur de la filiale Valentino Fashion Group, qui est devenu, donc c'était Marzato à l'époque, qui a installé les premières boutiques Magboro en France. Mais écoutez, moi je vis avec des cultures assez éclectiques, des personnes d'horizons diverses et qui apportent beaucoup à ce que j'appelle ma néoculture africaine. Alors, néoculture africaine, vous êtes arrivé en France tout jeune ou bien en étant adulte. Comment vous vous êtes débrouillé jusqu'à arriver à ce niveau où vous êtes aujourd'hui? J'ai eu l'avantage d'arriver en France dans le cadre de mon ancien métier. J'ai eu à assumer des fonctions de directeur de banque pour un groupe international d'origine africaine. Et j'ai eu la responsabilité de développer et implanter l'activité en France et en Belgique. Pour ma part, j'ai bénéficié de cette entrée en Europe pour rapidement pouvoir surfer, entre guillemets, dans les cercles les plus intéressants en Europe. Le cercle restreint, quand on parle de cercle restreint, donc cercle élitiste, comme je disais tout à l'heure, donc on écarte un peu les autres, la masse. Je pense qu'il y a un degré de réflexion. Le peuple, parce qu'on parle de peuple aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, je vous le concède, mais je pense qu'il y a un degré de réflexion. Il y a un degré de réflexion qui, naturellement, fait en sorte que certaines compétences, certaines intelligences et certaines ressources convergent, se mutualisent et discutent entre elles. Voilà, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Alors, comment se projeter à l'avenir quand on arrive en France? Vous êtes arrivé à l'âge de 8 ans, 9 ans en France, je ne sais pas, vous le direz peut-être 6 ans, peut-être 6 ans en France. Alors, cette évolution jusqu'à faire la Sorbonne Nouvelle et avoir des activités professionnelles que vous aimez, et comment on peut... Donnez-nous un peu un portrait par rapport à ça, pour que les gens puissent, bien entendu, avoir une ligne de conduite sur ce que vous êtes devenu d'ailleurs. Je ne me positionnerai pas comme un exemple. Effectivement, je suis arrivée en France, je suis originaire de Côte d'Ivoire à l'âge de 5 ans. J'ai pu faire mes études, parce qu'on a des parents qui sont de tradition africaine, qui tiennent beaucoup à la réussite scolaire. On est ici et mon père m'a toujours dit, ma fille, on n'est pas chez nous. Donc on ne fait pas n'importe quoi là où on est. Et je l'ai toujours gardé dans ma tête, et mes frères qui sont aujourd'hui consultants, ma sœur qui est médecin, c'est vrai, on a tous eu cette dynamique, non pas de success story, mais on a tous regardé le travail de notre père. Et je dirais que les enfants de la diaspora, je n'aime pas me positionner comme
voilà, comme quelqu'un de spécial, je dirais que mon histoire ressemble, est la même histoire que celle de beaucoup d'enfants qui partent d'Afrique, dont les parents partent pour arriver en France, pour essayer de trouver une vie meilleure, un avenir tout simplement pour leurs enfants. Maintenant, j'ai eu l'occasion il y a quelques années de travailler sur ce que j'appelle la double intégration. Donc j'ai étudié comment dire, l'intégration de ces enfants de banlieue. On a eu il y a quelques années la crise des banlieues avec tous ces enfants, voilà, d'immigrés, avec les prud'hommes de Bobigny qui avaient été, dont les voitures des fonctionnaires. Et à l'époque, j'étais sur Fréquence Paris Pluriel. On avait invité l'un des conseillers des prud'hommes, Thierry Bénéfice, à qui justement qui expliquait son point de vue. Il me dit, mais il y a un amalgame, les jeunes ne comprennent pas, les prud'hommes sont là pour la défense des travailleurs, la défense donc de nos parents en tant que travailleurs africains de France. Donc ils ne comprennent pas le fait que certains jeunes de la diaspora rejettent cette société, rejettent l'éducation scolaire dans laquelle du pays dans lequel ils grandissent, rejettent la politique de ce pays. Pour en revenir à ma petite expérience, j'ai pu faire la Sorbonne, oui, mais c'est toujours avec un exemple familial, je dirais. Pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal. Suite à ça, j'ai rencontré des hommes et des femmes des médias à travers des stages que j'ai pu faire, tel que Pierre Bedoux, qui était à l'époque le fondateur de la première chaîne panafricaine Télé-Sud, qui diffuse aujourd'hui à travers le monde des informations sur l'Afrique. Vous êtes prolixe, alors on va y revenir par rapport à comment vous évoluez jusqu'à aujourd'hui avec vos activités. Mais quand on regarde les jeunes aujourd'hui, les banlieues, je rebondis par rapport à ce que Mme Nguessan disait, et il y a une fracture, il y a une forme de fossé qui existe entre la banlieue et les élites africaines. Je vais reformuler votre question. Il y a un fossé qui existe entre les jeunes issus de l'immigration africaine et qui n'ont pas eu les facilités que nous aurions pu avoir au niveau de l'instruction et de l'accès à des responsabilités. Effectivement, on va considérer qu'il y a une fracture. D'un autre point de vue, je considère simplement que le fait de pouvoir évoluer en Occident, tant dans une responsabilité professionnelle que dans certaines sphères, doit nous conférer d'autres responsabilités, celle justement d'être des exemples. Parce que l'homme, la femme, par mimétisme, copie le succès ou la réussite, par mimétisme. Et je pense que le fait que nous ayons des postures exemplaires, au regard de certains avantages auxquels nous avons pu avoir accès, nous confère la responsabilité justement, non seulement d'être exemplaires, mais de pouvoir transposer les expériences que nous avons vécues dans d'autres contrées, dans d'autres réalités. Comment partagez vos expériences avec les jeunes de banlieue, le peuple, comme on l'appelle? Comment faites-vous? Vous le regardez loin? Voilà, je considère pour ma part que déjà dans l'espace, sur le territoire français, il y a un certain nombre d'initiatives de responsables de la diaspora africaine dans le cadre d'activités associatives et tout, qui s'adressent exclusivement aux jeunes de banlieue. D'un côté. D'un autre côté, je considère qu'il y a un cadre académique, il y a une infrastructure, il y a des dispositions qui sont mises en place par les autorités locales pour permettre au plus grand nombre, et ça je vais faire l'effort de ne pas exclure, de ne pas parler d'identité raciale, pour permettre au plus grand nombre, du moins aux plus performants, d'accéder à un enseignement de qualité et leur permettre eux aussi d'être, entre guillemets, considérés comme des élites ou, dans tous les cas de figure, comme des profils émergents, des hauts profils, des hauts potentiels. Maintenant, comment on transforme les essais? Être un haut potentiel, être un profil qui peut répondre à des attentes dans certains environnements, comment on le capitalise, comment on le transforme? Quel est l'apport de tout un chacun dans ce que nous pouvons faire? Trop souvent, nous posons la question de savoir ce que nous savons faire, alors qu'il faut passer le pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire et comment nous l'articulons, tout simplement.
Où est le problème? Où est la frontière de la vérité? Quelle est la solution? Est-ce que le virus Ebola est le problème actuel du continent africain? Quels sont les problèmes de la femme en Afrique? Comment a-t-il été créé le groupe extrémiste de Boko Haram? Quel est le nouveau colonialisme en Afrique? Est-ce que le racisme est terminé après l'apartheid? Quels sont les problèmes de la femme en Afrique? Quelle est la solution? Bonjour chers amis téléspectateurs, ne ratez surtout pas notre émission Controverse. Un débat, deux invités, une question internationale. On compte sur vous. On se trouve avec la jeunesse aujourd'hui désemparée. Cette jeunesse essaie de se retrouver, refuse l'identité même française, et refuse aussi l'Afrique, rejette l'Afrique tout en regardant l'Afrique un peu de loin, en disant c'est un continent qui est embrasé, etc. Alors comment faire de la sorte de rappeler ces jeunes-là vers leur origine, et aussi quand ils ont des acquis, d'aller partager ces acquis avec leur origine, on peut dire ainsi. Alors, moi, je reviendrai pour répondre à votre question, Monsieur Bongos, à l'analyse justement de la double intégration. C'est-à-dire que, pour ma part, je pense qu'il est important d'avoir l'intégration du père, du parent, pour faciliter dans le pays, entre guillemets, d'accueil, l'intégration de l'enfant. Si cette double intégration n'est pas, comment dire, n'est pas faite, on se retrouve en fait en face de jeunes un petit peu, je dirais, qui vivent une violence symbolique, hein, une violence mentale, psychologique, symbolique. C'est-à-dire, ils la voient cette violence, ils voient le parent non intégré, ils voient le parent un peu marginalisé dans un secteur professionnel un petit peu moins avantagé. On dit beaucoup des Africains qu'on les retrouve dans un secteur précis tel que le bâtiment, voilà, restauration, des choses comme ça, bon, des travaux un petit peu, voilà. On ne parle pas beaucoup de l'Afrique qui gagne, on ne parle pas de l'Afrique, des élites africaines. Est-ce qu'on a besoin de dire l'Afrique qui gagne? On en a besoin. Je pense que nos enfants, dans quel cadre, dans quelle nos enfants en ont besoin. Vous savez, l'identification, Monsieur Bongos, quand on vous voit à la télé, un jeune Africain qui va vous voir à la télé va se dire, eh bien moi aussi, plus tard, je peux prétendre à devenir journaliste tel que Monsieur Bongos. Mais si on ne voit qu'un seul Monsieur Bongos, qu'un seul Harry Rosenmack, qu'une seule Katia Barrio, qu'un seul Monsieur Longo, eh bien, il n'y en aura qu'un, alors que nos enfants sont par milliers dans ce pays. Et nos enfants rêvent. Et vous parliez tout à l'heure aussi des traditions, de l'éducation, mais on vit, en fait, nous, Africains, nous avons des traditions. Et lorsque nos parents viennent avec nous en France, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces traditions partent avec la venue? Est-ce qu'il y a une néo-tradition qui naît? Est-ce qu'il y a des nouvelles valeurs qui naissent? Parce qu'on part d'un continent où les valeurs sont la famille, en priorité, pour arriver sur un autre dans un pays où les valeurs sont totalement différentes, puisque là on parle de travail, on parle de capitalisme, on parle d'argent, on parle plus de cette donne d'interaction qui sauve l'être humain, qui permet, comment dire, de vivre ensemble. Et aujourd'hui c'est la grande question qui se pose en France. On parle aujourd'hui de la solidarité du vivre ensemble parce qu'on est en temps de crise. En temps de crise. Pardonnez-moi de vous couper, on regarde le temps aussi, pour qu'on puisse aborder tout le sujet. Il y a une fracture, je reprends encore avec cette banlieue, avec ce qu'à l'époque de Sarkozy, on voulait mettre en place, ce qu'on appelle le baccalauréat de pauvres, de 93, de 9-3. Et ça a été, bien entendu, il y a eu un tollé là-dessus. Pourquoi faire un diplôme pour la banlieue ou les banlieues défavorisées et laisser les élites de l'autre côté? Alors ils sont repris vite fait pour appeler ces jeunes-là vers des grandes écoles. Vous avez fait des grandes écoles, Sciences Po, également des grandes hautes études, HEC.
comment voyez-vous le jeune de banlieue intégrer ce milieu-là? Est-ce qu'il y a la réussite au bout ou c'est compliqué? Je pense que, tout simplement, et ça c'est au niveau de l'individu, il faut pouvoir se projeter. Comment le jeune de banlieue, qui aurait des aptitudes à performer au niveau du circuit des grandes écoles, comment se projette-t-il sur les 5 prochaines années, sur les 10 prochaines années? Il faut déjà avoir une feuille de route pour soi-même. Il faut avoir une ambition personnelle. Il faut prendre son destin en main. C'est le point de départ. Sans cela, il est quand même difficile, en dépit du circuit des grandes écoles et tout, de pouvoir se concrétiser ou matérialiser des choses dans la réalité. Il faut avoir une ambition. C'est le premier point. Je n'étais pas en France, peut-être à l'époque où on a essayé de mettre en place ce pseudo-baccalauréat pour les pauvres, comme vous le présentez. Je considère simplement qu'ils peuvent accéder au meilleur niveau d'éducation de manière à être mis en orbite dans la réalité professionnelle. Alors moi, vous avez déjà évoqué ces cas d'espèce. Allez-y. Effectivement, le gouvernement français met en place, je dirais, au niveau éducatif, énormément de choses pour permettre à ces jeunes, je dirais, une réussite scolaire. Mais j'aime ce mot d'habitus, en fait, dont parlait Bourdieu. Et vous connaissez les habitus, c'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple tout bête, je n'ai pas de télé chez moi. Beaucoup de parents africains ont la télé. L'éducation aussi se fait à travers la télé. Cette identification dont on parle, c'est aussi le visuel. Donc oui, il y a, comment dire, cette éducation au service du plus grand nombre. Mais à côté de ça, il faut aussi constater, en termes sociologiques, qu'à l'intérieur de cette éducation mise à disposition du plus grand nombre, il y a une inégalité. Si on prend l'exemple de l'enfant africain qui vient d'arriver, je ne sais pas, du Mali, du Sénégal, avec ses parents. Vous avez les clichés, vous parlez de Mali, Sénégal, Mali ou même Côte d'Ivoire. Oui, il y a, je dirais, déjà, dès le départ, une inégalité, puisque cet enfant-là a une tradition, je dirais, orale, différente des enfants, en tout cas de la classe dans laquelle on parle toujours de remise à niveau pour ces enfants déjà. Par exemple, un médecin qui finit, en tout cas un jeune médecin africain qui finit ses études en Afrique et qui arrive en France, il y aura forcément une demande de remise à niveau. Mais son diplôme n'est pas considéré d'ailleurs. Hein, et voilà, une non-considération de ce diplôme. Donc dire que oui, il y a, que le gouvernement français aujourd'hui en termes d'éducation permet à tous, de réussir professionnellement, scolairement, je dirais qu'il y a cette violence et il y a ces habitudes qui ne permettent pas la plupart du temps à ces enfants d'avoir la même culture, d'avoir les mêmes références culturelles, d'avoir les mêmes références politiques, intellectuelles, d'avoir les mêmes références sociales. Donc dès le départ, il y a une inégalité entre les enfants de la diaspora, des enfants des immigrés et des enfants nés en France, donc baignés depuis leur enfance dans la culture française. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans le rôle de l'éducation nationale française, c'est aussi de parler, de se poser, parce que la France est, ce qui représente la France aujourd'hui, c'est toutes ces diasporas. C'est toutes ces diasporas et toutes ces cultures, toutes ces langues, toutes ces valeurs et toutes ces... Je vous couperai encore, je continuerai à vous couper, vous êtes prolixe, c'est très bien, au moins le sujet est intéressant. Dites-moi, M. Longo, on peut dire aujourd'hui, quand les grands frères n'ont pas réussi à obtenir quelque chose d'extraordinaire au niveau background, au niveau cursus universitaire, et on voit le grand frère s'élance dans les trafics illicites, on voit la drogue et autre chose, la prostitution et autre chose. Le grand frère amène l'argent à la maison, le petit frère prend l'exemple par rapport au grand frère, en définitif. Il dit, voilà, pourquoi aller faire des études? Mon cousin a terminé les études et est au chômage, mon grand frère ne travaille pas, a de paquets d'argent à la maison. Donc je pense que ça pose un problème réel au niveau anthropologie. La réalité, c'est que, quoi qu'il en soit, quel exemple voulons-nous donner aux autres? Quel exemple voulons-nous donner aux autres? Vous évoquez une situation
relativement extrême, mais qui est C'est nécessairement... c'est souvent dans les banlieues, ça se passe comme ça. C'est l'exemple. C'est certainement la réalité. C'est vraiment la réalité. C'est certainement... Vous allez terminer, vous avez 3 minutes de parole, donc je laisse la parole. C'est certainement la vérité. Mais par contre, moi, je mettrai l'accent sur le fait que aujourd'hui, quel exemple nous voulons donner à ceux qui nous suivent et qui vont s'inspirer, voilà, qui vont s'inspirer de notre marche, de notre mode opératoire et de nos propres aspirations. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je prends un exemple, que ce soit madame ou moi-même, ou et tant d'autres, parce que la réalité, c'est que tant en Occident que sur le continent africain, on observe que notre génération, particulièrement, elle est bien formée, elle est outillée et elle est prête à prendre sa responsabilité par rapport à l'histoire et par rapport à l'avenir. C'est une réalité. Quel exemple cette génération veut donner aux autres? Quelle empreinte elle veut laisser de manière indélébile dans l'histoire, dans la marche du siècle? Ça, en partant de ce postulat-là, je pense que déjà on peut s'éloigner de manière rationnelle et raisonnée, on peut s'éloigner de l'exemple justement de la cité et du modèle du grand frère qui est obligé, contraint ou peu importe le mot, qui est obligé d'avoir recours à des activités tout à fait malhonnêtes pour pouvoir subvenir aux besoins de son groupe familial. Quand on voit ça, le rôle de grand frère dans les banlieues existe, et la raison pour laquelle, au niveau même de la médiation, il y a les grands frères qu'on appelle les grands frères. Oui, il y a des médiateurs aujourd'hui dans les banlieues. Oui, ça s'appelle les grands frères, forcément. Donc, par cette connotation, cette appellation, on revoit tout de suite les grands frères qui chapeautent la famille, qui chapeautent aussi ses petits frères. Voilà. Moi, je vais rebondir sur ce que vous dites, Monsieur Bongos, pour même revenir en fait à la thématique et au sujet du jour. Mais c'est ça le sujet du jour. Qui concerne parce qu'à partir de là, les élites africaines au service ou non de l'étranger ou de leur pays. Oui. Voilà. Donc, quand vous parlez des grands frères, ça me fait aussi penser à ça, parce qu'on est aujourd'hui les grands frères et les grandes sœurs de ces jeunes que l'on retrouve dans les banlieues. Mais il faut faire attention à une chose, c'est que ces diasporas, je parlais tout à l'heure de néoculture, ce n'est pas pour rien, parce que pour des jeunes comme moi, en tout cas des jeunes, voilà, j'ai quand même un certain âge, mais bon, voilà. Pour des personnes comme moi, ayant grandi en France, ayant une culture française, ayant même, je dirais aujourd'hui, une néoculture africaine mélangée, empreinte de toutes ces communautés que j'ai pu rencontrer, c'est de toutes ces communautés avec lesquelles je travaille, russes, françaises, je dirais asiatiques, ce qui a créé en moi en fait une néoculture. Donc quand on me pose la question, est-ce que mon travail est au service de mon continent ou au service... la question. Exactement, donc c'est pour vous répondre, Monsieur Bongos, ou au service vous voulez conserver la parole, hein, de la France, si je peux répondre. Oui, allez-y. Je dirais que mon travail aujourd'hui de femme de la diaspora empreinte de cette néoculture est au service en fait des deux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous connaissez un peu les travaux... En une minute. En une minute, si vous le souhaitez. Les travaux de Mondiapresse, c'est aussi de positionner la culture. Parce que pour moi, les cultures africaines ne sont pas une question de couleur de peau. Le problème au niveau du marché international aujourd'hui, c'est la ghettoisation des cultures africaines. Voilà. Ce n'est pas la couleur de peau. C'est juste qu'aujourd'hui, notre gros challenge en tant qu'hommes et femmes africains, c'est de positionner les cultures africaines sur un marché international, c'est-à-dire de pouvoir faire consommer ce pagne africain, cette sculpture africaine, le savoir, la tradition africaine, la faire consommer aux autres cultures. Aux autres cultures, voilà. Et c'est aussi notre travail d'hommes et femmes de médias, parce que Monsieur Longo parlait il y a une seconde, de montrer tout simplement aux jeunes qu'on existe, oui, mais c'est aussi le travail des médias, des hommes et des femmes de la presse, des hommes et des femmes de l'audiovisuel, des hommes et des femmes de la radio, de permettre la diffusion de l'existence de ces élites. Alors, ces élites, alors on revient par rapport à cela. Vous avez un background, vous avez, comme j'avais dit tout à l'heure, des diplômes, vous êtes bardé de diplômes. Dites-moi, vous l'utilisez au profit de l'Occident ou au profit de l'Afrique? La réalité, c'est que je suis, pour ma part, je me considère comme un citoyen du monde. Je considère que je suis un citoyen du monde et justement, je suis confronté au quotidien à différentes cultures, la culture asiatique, la culture occidentale et ma propre culture africaine, congolaise pour être plus précis. Je suis confronté, je suis à la croisée de toutes ces cultures-là et je suis le produit de toutes ces cultures-là. Ce qui ne m'empêche pas
dans mon action au quotidien, je parle bien de mon action au quotidien, d'avoir un fort prisme sur la région des Grands Lacs et que toutes les activités, toutes les démarches que je pourrais entreprendre soient d'abord au bénéfice de ma région d'origine. Alors, on peut toujours dire dans ce cas d'espèce, à la fois cette double culture, on parle de double culture, peut vous servir à avoir de bons contacts avec l'Occident et aussi à la fois d'être un bon Africain avec des bons diplômes. Or, quand vous partez en Afrique, on vous refuse, on vous dit tiens, la Française vient d'arriver. Vous savez, même si en arrivant en Afrique, on peut parfois entendre tiens, le Français vient d'arriver, c'est comme une espèce de formatage. Ça ne signifie pas qu'on nous rejette, ça signifie aussi peut-être qu'on nous met dans une catégorie qui dominait à l'époque le continent. Ah, le Français vient d'arriver, même si le Français est noir. Il ne faut pas qu'on garde en fait cette espèce d'identification dans nos têtes. On vit dans un monde globalisé. Ouverture des marchés. On parlait dernièrement du numérique. Ben, le numérique ouvre. L'Africain parle au monde. L'Africain échange avec le monde. Et le monde échange avec l'Africain. Donc, on dira à tout Américain, Asiatique ou qui arrive en Afrique, ben, l'Américain vient d'arriver, qu'il soit noir, qu'il soit jaune ou qu'il soit rouge, alors, je veux dire. Donc aujourd'hui, il faut faire attention en fait à ce que vous dites. Mais je ne fais pas attention, je reprends ce qui se passe sur ce terrain. Voilà, je reprends aussi au niveau de l'anthropologie sociale les constats de nos chercheurs qui ont fait un travail formidable là-dessus, comparé, et aussi ce qu'on appelle la fracture entre deux cultures, la culture occidentale et la culture, enfin, un noir qui a une culture occidentale devient beaucoup plus blanc que noir. Mais qu'est-ce qu'on appelle culture africaine aujourd'hui, même sur le continent? Vous savez, on va terminer. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous avez en fait le diplôme d'ici. Dans votre tête, vous êtes blanc, mais vous voulez vous faire passer pour un noir. En réalité, ça ne passe pas parce que quand on chasse le naturel, ça vient en galop. Donc, vous êtes toujours le blanc, noir, enfin, le bounty qui est là. Ça, c'est vraiment un point de vue qui n'engage que vous. Hein. C'est un point de vue qui n'engage que vous parce que, jusqu'à preuve du contraire, je reste un citoyen de la République démocratique du Congo, administrativement parlant. Je suis très régulièrement au pays où j'y mène certaines activités. D'un autre côté, quelle activité j'y mène certaines parce que c'est ça qu'on parle, voilà, au service. J'y mène certaines activités. Déjà, je suis, à titre personnel, j'ai pris depuis 2-3 ans de fortes initiatives sur les questions sociétales en République démocratique du Congo. Pourquoi sociétales? Parce qu'aujourd'hui, en dépit du fait que nous pensions politique publique, économie, croissance de l'Afrique et tout, si nous n'intégrons pas le volet social et nous n'abordons pas clairement les problématiques sociétales auxquelles nous sommes confrontés, eh ben, nous ne saurons pas formuler les politiques publiques qui pourraient convenir et s'adresser correctement à nos populations. Ça, c'est le point. Oui, sur le point. Alors, quand on voit ce que je venais, c'est bien calqué, ça calque bien à l'intitulé de notre émission aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour l'Afrique? Qu'est-ce que je fais pour l'Afrique aujourd'hui? Je dirais que je suis une partie en fait des membres du corps en fait de l'Afrique. Je vis l'Afrique, je sens l'Afrique, je positionne la culture de l'Afrique. Nous avons ça, c'est une rhétorique extraordinaire. Je souhaitais savoir des choses clairement. Qu'est-ce que vous faites? J'y arrive, Monsieur Roger, si vous laissiez un peu vos invités aller jusqu'au bout de leurs pensées. Je pense qu'on y arriverait tous. Mais j'ai juste envie de dire une chose aujourd'hui pour plutôt rebondir sur ce que Monsieur Longo disait. Il y a Monsieur Reclus, qui faisait partie de la francophonie, qui a écrit dans une publication que la langue fait le peuple. Quelle langue retrouve-t-on en Afrique aujourd'hui? La langue fait le peuple. La langue a un pouvoir sur les valeurs du peuple, sur les normes, la pensée, l'évolution d'un peuple. Quelle langue parlons-nous entre nous, Africains, aujourd'hui? C'est le français, mais c'est le français. Donc nous échangeons de façon économique, de façon politique, de façon sociétale, par le français. Moi, j'ai envie qu'on réfléchisse un peu à tout ça. Donc, ces élites, en parlant le français, en travaillant avec le français, en négociant avec le français, parce que nous, Africains du continent, on a à l'époque nos propres valeurs, nos propres langues, nos propres ethnies. Pourquoi ne négocions pas nous? Pourquoi n'arrivons pas nous à négocier avec ces langues, ces valeurs, ces normes que nous avions traditionnelles? Donc la grosse question, c'est sans ça que je trouvais que votre sujet était très intéressant, quand vous disiez les élites participent
partie telle ou est-ce qu'il y a un service? Est-ce qu'elles rendent service à leur peuple? On arrive, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que de rendre service à son peuple? Je dirais que moi, si je prenais à bras le corps le sort de ma population et de mes frères, je dirais que alors cassons le français et repartons sur nos langues de base, négocions avec les langues africaines. Prenons, je dirais, économiquement un pouvoir monétaire pour pouvoir échanger. Et du coup, nous deviendrons par là des élites qui seraient sinon, ça sera pas au service de notre peuple. Alors, je voulais dire, pour être au service de notre peuple. je rebondis par rapport à cela, sur ce que cher Ngata Diop disait. Voilà, il faut favoriser la langue, les langues. S'il y a une seule langue en Afrique, par définition, l'Afrique va évoluer. Donc, je reprends au bon ce que Mme Nguessan vient de dire. Est-ce qu'on a besoin d'une langue ou bien on a besoin de faire passer le savoir? Vous savez, je considère pour ma part que la langue ne doit pas être une barrière à nos aspirations. La langue ne peut pas être une barrière. Et aujourd'hui, parce que justement, le monde dans lequel nous évoluons, élite ou pas élite, ce monde est global. Vous savez quoi? Les capitaux aujourd'hui, on connaît à peu près leur pays d'origine, mais les capitaux, ils sont globaux. Des avoirs chinois sont fructifiés en République démocratique du Congo, participent justement à la création de l'emploi et tout. Et je considère qu'à ce moment-là, la langue chinoise n'aura pas été une barrière. On n'aura pas demandé aux Congolais d'apprendre le chinois pour que les capitaux chinois entrent en République démocratique du Congo. Ça ne peut pas être un frein à nos aspirations et au développement. Merci, amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission ô combien intéressante. Les élites africaines au service de leur peuple ou de l'étranger. On voit bien que ces élites sont là, mais travaillent aussi au profit de leur pays d'origine, également leur pays d'accueil. Mais ce qui est intéressant, c'est les transferts de connaissances où les gens vont pouvoir s'échanger. On vit dans un monde global, comme on a dit, globalisé. C'est à travers cela que les choses vont évoluer. Merci à vous et à très bientôt. Merci, au revoir.